Voilà. Ben, un grand merci à Virginie d'avoir accepté d'intervenir dans Cap ou pas Cap. Bah, merci à toi hein, pour l'invitation. Merci On a, beaucoup. on a déjà beaucoup parlé ensemble et franchement, elle gagne à être connue. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Moi, j'ai déjà plein de questions liées au programme, mais je sais qu'entre mamans, on a des questions qui vont ressortir. Donc voilà, ça va être, je crois, un très beau Zoom, un puissant Zoom entre mamans en plus. Donc voilà. Alors, est-ce que tu es prête pour ta première question? Oui, alors Oui? ça coupe un peu, j'entends pas très bien. J'espère que ça va le faire. Bah, attends, est-ce que j'ai le son à fond? Tu m'entends là? Non, ça en fait c'est l'image qui se fige en fait, mais ça vient peut-être de ma liaison internet. Bon, je vais voir, je vais bouger si ça fonctionne pas bien. Ok. Alors, ma première question, c'était comment tu présenterais ou tu décrirais la Virginie d'aujourd'hui? Ah là là, la question piège d'emblée. Comment je présenterai la Virginie d'aujourd'hui? C'est pas facile de mettre des mots sur comment est la Virginie d'aujourd'hui. Le premier truc qui me vient, c'est toujours en mouvement, j'aurais envie de dire. Justement, c'est pour ça que c'est pas facile de la qualifier. Euh, Aussitôt qu'elle commence à créer quelque chose, elle crée quelque part ailleurs et du coup ça se recrée. Donc c'est un peu le bazar permanent. Euh, de plus en plus connecté à son cœur, j'aurais envie de dire. Mhm. Après, je peux peut-être plus aller dans des choses plus de cette réalité. Je sais pas. Sans l'énergie que tu veux passer. Ouais. Bah, je vais quand même présenter un peu ce que je fais aussi. Depuis une vingtaine d'années, je suis orthophoniste. Euh, donc, je reçois des enfants, des adultes, voilà, tous les âges. Mhm. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré, enfin, depuis très longtemps, je fais plein de découvertes. Je vais dans l'énergétique, dans la spiritualité, dans la psychologie, dans le médical. Enfin, voilà, je me balade dans plein de domaines. Et puis, j'ai rencontré d'abord le Reiki, mais qui n'a pas été très concluant pour moi, en fait. Parce que j'avais à cœur, en fait, d'amener la spiritualité et l'énergétique dans mon cabinet. Je Mhm. sentais que je n'étais pas complète totalement. Et donc, j'ai rencontré aussi Access il y a un peu plus de 2 ans. Et bah, là, ça a été yes, ça arrive. Voilà, ça vient Mhm. de mon cabinet. Ça a été un sacré propulseur dans ma vie, Access. Et vraiment, il y a des tas de choses qui se sont mises en place depuis 2 ans. Voilà, avec D'accord. Access et puis après plein de rencontres de personnes qui ont été voilà, des petites étoiles dans ma vie. Mhm. Et donc, Access t'a un peu boosté au niveau dans ton travail d'orthophoniste aussi? Ça t'a apporté quelque chose en plus? Ça m'a apporté une dimension totalement différente, une dimension que je percevais intuitivement, mais que j'arrivais pas à incarner dans mon Mhm. métier. D'accord. Je faisais des choses, mais de manière assez discrète, parce que j'osais pas trop le faire, parce que j'avais pas trouvé en fait de gens. J'avais presque besoin quand même d'entendre ce que je percevais ailleurs en fait. Enfin, Ouais, je je sais comprends. pas si j'en avais toujours conscience d'ailleurs de ce que je voulais faire, parce que c'était très intuitif. Et dans Access, j'ai découvert la classe entre autres X-Men. Mhm. Qui a vraiment mis des mots sur tout ce que je ressentais en moi, déjà personnellement, et puis dans ce que je pouvais percevoir dans mes séances. Donc ça a été comme une espèce de validation Mhm. de ce que je ressentais. Et à partir de là, ben, je me suis autorisée à beaucoup plus ouvrir ces portes-là. Voilà. D'accord. Ça a fait, au niveau de mon regard, c'est comme si tout s'était mis en place et c'était, mais oui, c'est ça, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Alors, ma prochaine question, c'était si tu te rappelles de la première fois, ou la plus grosse fois, ou les deux fois, où tu es sortie de ta zone de confort. Ah, première fois où je suis sortie de ma zone de confort. Oh, il y en a plusieurs. Ou la plus grosse fois, celle qui t'a peut-être le plus marqué. Ouais, alors qu'est-ce qui m'a marqué le plus quand je suis sortie de ma zone de confort? Hum,
pense qu'il y a une histoire avec mes écrits. Là, il y a un truc qui me vient, c'est la première fois que j'ai lu un texte pour une soirée pour le bégaiement. J'ai une copine qui m'avait demandé de lire un texte que j'avais écrit. Mhm. Ça a été vraiment difficile. Je suis pas forcément hyper à l'aise devant un grand public. Vous m'entendez là ou pas? Oui, oui. Ouais, ça coupe pas? Ça coupe un petit peu, mais Non, je vais ça va. remettre l'entité. Ouais, ça donc ça, c'était il y a quelques années. Donc ça a été une grosse sortie de zone de confort d'être voilà devant du monde, à lire un texte qui était personnel, qui parlait, je sais plus, j'ai plus ce texte, mais je Et sais que tu bégayais toi aussi ou non? Ça n'a rien à non, voir. je bégayais pas, mais j'avais d'autres trucs, j'avais d'autres manifestations, et je pense que j'ai dit que qui devait se ressembler, qui devait ressembler un peu quand même dans le fond à des manifestations du bégaiement. Et donc, je pense que j'avais touché de près à ce qu'ils pouvaient ressentir. Voilà. D'accord. Les textes que j'avais écrits les avaient touchés. Voilà. Mhm. Donc, ça a été une première zone de sortie. En fait, je sors pas mal, enfin, assez souvent de ma zone de confort parce que, franchement, j'ai un peu, on pourrait dire des fois des troubles autistiques. Donc, ma Mhm. zone de confort, si je reste dans ma zone, elle est assez limitée. J'aime pas forcément voir plein de monde. Donc maintenant ça va mieux. Mais quand j'étais plus jeune, ne serait-ce que d'aller faire des courses, d'un seul coup de rencontrer quelqu'un dans le supermarché alors que je ne l'avais pas prévu, c'était Mhm. une petite zone de confort pour moi déjà. D'accord. En fait, dans mon quotidien, j'aurais envie de dire que c'était assez rare que je sois dans une zone de confort. Mhm. La vie au quotidien était rarement une zone de confort. Mhm. Je comprends. Voilà. Donc après, l'intensité est la même, hein, que je rencontre quelqu'un au supermarché alors que je m'y attendais pas, ou que je lise un texte devant 100 personnes. Pour l'intensité à l'intérieur de mon corps, et il y a pas de, j'ai pas de bouton en fait, donc Mhm. c'est à peu près la même. Voilà. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est de quoi te sens-tu capable maintenant que tu ne te sentais pas capable avant? De quoi je me sens capable maintenant? Et ben là, le truc qui me vient, c'est que je me sens capable aujourd'hui de proposer maintenant des formations aux orthophonistes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. D'accord. Voilà. Donc, de toi-même être formatrice pour les orthophonistes, peut-être dans une nouvelle dimension, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est une envie qui est là depuis plusieurs années et qui ben là se matérialise petit à petit. C'est vraiment de pouvoir proposer une orthophonie plus consciente. D'accord. Donc c'est pas très, ça va pas être très confortable parce que je vais me retrouver avec des pairs et que c'est un milieu que j'ai un petit peu déserté depuis quelques années, avec l'envie vraiment d'élargir mes rencontres, mais c'est quelque chose qui me pousse aux fesses, donc il faut que j'y aille en fait. J'ai pas, Mhm. la question s'est même pas posée, c'est-à-dire que là, il y a quelques jours, j'ai réalisé que j'allais me retrouver avec des orthophonistes et je me suis dit, oh, ah zut alors. Et, euh, et en même temps, ça fait partie là de mon parcours en fait, je le sens. Mhm. Donc je fais, voilà, sans me poser de questions. Ouais, c'est chouette. Allez, de pouvoir leur montrer, c'est un peu comme avec Susanna qui montre la psychologie d'une différente façon. Bah là, tu vas peut-être pouvoir montrer une nouvelle dimension, comme tu dis, plus Ouais. consciente, peut-être plus dirigée vers l'enfant et moins sur l'apprentissage. C'est ça en fait, hein, j'invente rien du tout. Ce que dit Susanna, enfin, on le retrouve dans tous les domaines en fait. Hein, c'est vraiment cette envie d'accueillir l'enfant au-delà de son symptôme, vraiment dans tout ce qu'il est, Mhm. le regarder, l'accueillir tel qu'il est, et puis comme un trésor, quoi. Et puis avec tout le courage qu'il a de manifester tout ce qui manifeste. Et donc, j'invente rien, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on apprend dans nos études, en fait. Mhm. Enfin, c'est même pas C'est du tout ce clair. qu'on apprend dans nos études. Nous, on apprend à rééduquer et à faire disparaître le symptôme ou à faire avec. Donc voilà. Mais c'est vrai que Susanna, elle fait partie des personnages que j'aime beaucoup écouter. J'ai fait des formations avec elle. Je relis régulièrement son bouquin. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Mhm. Mm. D'accord. Mm. Et alors, de quoi ne te
j'aime pas le mot pas cap, mais de quoi ne te sens-tu pas prête pour l'instant? Et moi, ce qui me vient, c'est alors qu'avant, étant enfant, tu t'en peut-être t'en serais senti capable. Mhm. C'est une nouvelle question, elle n'était pas là avant. Ah ouais, dis donc, elle est pas simple celle-là. De quoi je me sens pas cap en ce moment? Hmm, Mais peut-être qu'enfant, tu te disais, ouais, ça, je saurais faire les doigts dans le nez. Tu vois qu'ici, maintenant, il y a la société, j'ai la pas beaucoup de réalité. souvenirs, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Ah là là, j'en sais rien. J'ai rien qui me vient. Je suis en train d'essayer de me reconnecter avec la petite Virginie. Euh, Peut-être encore. Ouais, non, même pas parce que c'est en cours. J'avais l'idée de la spontanéité parce que je pense que j'étais plutôt très spontanée et très. Ouais, peut-être ça. Peut-être encore plus de manifestations de mes émotions, Mhm. de la vulnérabilité. Peut-être ce que j'étais plus en mesure de faire quand j'étais enfant. D'accord. Voilà. J'étais plutôt, quand j'étais gamine, une. Enfin, dans mes souvenirs, on me disait que je fatiguais tout le monde parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie, mais dans tous les sens. Donc, quand j'étais en colère, j'étais très en colère. Quand Mhm. j'étais très triste, c'était très puissant. Et bah, pour rentrer un peu dans cette réalité, j'ai vraiment tout aplani, quoi. Mhm. Voilà. Donc là, c'est quelque chose à laquelle je me reconnecte beaucoup. Donc c'est en train de revenir, mais c'est peut-être pas avec la puissance de la De Vierge. l'enfant. Voilà. Mm. D'accord. Alors, il y a encore deux questions. Après, c'est aux filles. Il y a d'autres questions qui me viennent, mais j'aimerais bien aussi qu'elles posent leurs questions. Et je te dis, j'ai celle d'Émilie que j'attends. Donc, je voulais savoir ce qu'on pouvait te souhaiter pour 2020 et qu'est-ce que tu souhaitais au monde et à cette réalité pour 2020. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2020? Ben, que j'ai le courage et l'audace de continuer tous les projets que j'ai en cours, peut-être. Que je m'autorise à me montrer encore plus, à prendre la place que j'ai à prendre encore plus, peut-être. Ça serait ça. Mhm. Qu'est-ce que je souhaite au monde? Bah vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'il y ait encore plus de gens qui se réveillent. Parce que je vois des gens qui sont encore quand même dans cette réalité, très collés à cette réalité, Mhm. qui quand même galèrent un max. Et du coup, moi, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir cette possibilité, en fait, d'avoir un autre regard sur la vie, parce que je me dis que quand on l'a pas, ouais, ça doit être vachement dur quand même en ce moment. Mhm. Euh, donc, ouais, voilà. Ce que je souhaite, c'est que il y ait de plus en plus de toutes ces petites étincelles que nous sommes, qui s'autorisent vraiment à prendre la place qu'elles ont à prendre, à vraiment se montrer telles qu'elles sont, Mhm. pour pouvoir aussi, du coup, accompagner ceux qui ont encore un peu la tête dans le guidon pour justement peut-être qu'ils puissent la sortir. D'accord. Donc, c'est une Ok. invitation à ce qu'on prenne vraiment, vraiment notre place chacun, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Et alors, la dernière question, c'était quelle question tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée? Ah là, mais j'avais rien pensé, en fait, je savais même pas comment ça allait se passer, donc quelle question j'aurais voulu que tu me poses? Bon, écoute, aucune. Je suis ouverte. Qu'est-ce que tu aurais pu me poser comme question? Hum, Bah, je sais pas. J'ai pas d'idée. Je sais Ok. pas, j'ai pas d'idée. Les filles, vous avez des questions en cours? On a parlé un petit peu de la classe X-Men, mais du coup, j'ai pas trop saisi. Tu fais des classes X-Men ou... Alors non, moi je fais pas les Classic Men, je les ai co-organisés surtout avec Ingrid Atamian, avec qui j'ai beaucoup co-créé là cette année. J'en ai fait une, moi, et puis après, voilà.
Et j'en ai fait plusieurs, des classes d'intro du coup avec Ingrid. Il y a le projet en cours là d'aller sur des classes X-Men d'une journée que je vais continuer à co-créer avec Ingrid. Et puis j'écris quelques textes du coup parce que je me sens touchée par ça en fait. Voilà. Mais je j'ai pas le cursus pour faire des classes X-Men. Quand tu dis que tu écris, on peut voir tes textes quelque part ou? Ouais, je les publie sur Facebook. D'accord. Je les mets aussi sur mon site, l'Envol des Lucioles. Et puis, il y a l'idée là pour 2020 de pouvoir les mettre ensemble, les regrouper pour faire des petits bouquins. Entre autres X-Men, mais après j'écris un peu sur tout ce qui me vient en fait. J'ai écrit des contes aussi. Donc il y en a un qui est sorti, qui est sur la mort, qui s'appelle D'un monde à l'autre. C'est l'histoire de la mort d'une sœur. Enfin voilà. Ça se passe dans la mer, hein, donc c'est pas des êtres humains, mais c'est quand même en filigrane la mort. Et puis il y en a un qui va sortir en 2020 là. Voilà. Et qui parlera? Ça s'appelle Le cochon qui voulait redevenir un oiseau. D'accord. Ça parle de qu'est-ce qu'on vient foutre sur cette terre alors qu'on est un oiseau. Quelle question. Voilà. C'est pas du tout autobiographique. Et pourquoi ce titre? Alors écoute, en fait, quand j'ai écrit ces premiers contes, c'est vraiment sous l'inspiration. Je découvre un peu les messages après les avoir écrits. Je m'en rends pas trop compte sur le moment. Donc, je comprends même pas, en fait, vraiment sur le moment ce que ça veut dire et tous les messages codés qu'il y a dedans. Le titre, il m'est venu comme ça, en fait, parce que ça parle d'un cochon qui naît dans une ferme et qui comprend pas pourquoi il est dans cette ferme parce que il sait qu'il est un oiseau, en fait. D'accord. Il est dans un corps de cochon. Et c'est une histoire pour adultes ou une histoire pour les enfants aussi ou... Alors, j'aurais envie de dire que les contes sont adaptés à tout le monde. Je pense qu'il y a des adultes à qui j'ai, par exemple, le conte sur D'un monde à l'autre, qui parle de la mort. Je l'ai offert à certains de mes patients adultes qui étaient en train de vivre des choses pas faciles et à qui ça a parlé. Donc, il n'y a pas de limitation. Ça parle à l'enfant qu'on est aussi. Hein. Enfin, on a toujours des parts de nous enfants, donc c'est toujours voilà une invitation. Ouais. C'est pour tous ceux qui sentent l'envie de le lire. Et c'est illustré par Élodie Adam, qui est une super. J'ai fait une super rencontre avec cette femme-là, qui est dans Access aussi. Je l'ai rencontrée parce qu'elle avait publié sur son compte Facebook une de ses illustrations où il y avait. Oui, avec son fils Marius. Voilà, c'est ça. Et elle avait mis, moi je connaissais pas du tout son histoire, j'avais juste vu, et si tu recevais une séance barre avant d'aller chez l'orthophoniste. Et je me suis dit, tous ces trucs-là, il faut absolument que je lui demande si elle les vend. Donc je l'ai contactée, je lui ai dit, est-ce que tu vends tes illustrations? Elle m'a dit oui. Donc j'ai dit, écoute, je t'achète celle-ci, elle me plaît trop. Et puis j'ai vraiment eu l'intuition comme ça. Enfin, je me souviens même plus trop, mais en tout cas, je me suis vue lui parler de mes contes. Et lui dire, écoute, j'écris des contes, est-ce que tu serais OK pour les lire? Parce que j'adorerais que tu me les illustres. Et donc, elle a lu les contes, elle a été très touchée par mes contes, et elle m'a dit, oui, let's go, quoi. Et je connaissais pas son histoire, voilà. Et quand j'ai appris qu'elle faisait les illustrations avec son fils Marius, là, pour moi, c'était vraiment une rencontre totalement organisée, parfaitement voilà, au-delà de moi, là, ça dépassait parce que voilà, il est autiste, il est non-verbal, il fait les illustrations avec sa maman et c'est comme si tout s'agençait de manière parfaite, quoi. Donc c'est une super rencontre. Elle a fait des illustrations. J'avais pas en tête à quoi pouvaient ressembler les illustrations, mais quand elle m'a montré ce qu'elle avait fait, je lui ai dit, c'est exactement ce que j'aurais aimé, en fait. Voilà, donc c'était... C'est une belle histoire. Ouais, c'est magique. On s'est jamais rencontrés, on va se rencontrer au mois de mai, parce qu'il y a la maison d'édition qui organise un truc sur Angers, et donc elle va venir voilà, pour 2 jours, pour qu'on présente notre conte, et puis on va parler des bars aussi, un peu toutes les deux. Donc je suis trop contente. Marie, ça répond à ta question. J'ai rigolé parce que quand tu as demandé, c'est une histoire, je sais plus ce que tu as demandé, je croyais que
J'allais dire, c'est une histoire vraie. Enfin, dans ma tête, ça a fait un petit conte aussi. Genre. C'est une histoire vraie, l'histoire d'un couple. Oh, bah, je pense que c'est un peu comme ça. Enfin, je l'ai pas relu en fait depuis longtemps, donc je sais même plus vraiment de quoi il parle en fait. Mais c'est vrai que la première fois que je l'avais relu, je m'étais dit ah ouais quand même. En fait, quand j'ai commencé à comprendre toute la difficulté que j'avais eue à vivre en fait ici, ça je l'ai vraiment compris au fur et à mesure. Je l'ai compris dans toutes les fondations que j'ai faites aussi avec Ingrid, les rencontres avec Greg Bryers aussi que j'ai fait il y a pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez. Oui, il est venu sur Capou Pacap au mois de septembre. Ah, il est venu. Ah, génial. Voilà, avec qui j'ai fait la classe alchimie et voilà, j'ai détricoté un peu tout ça et j'ai fini par comprendre combien j'avais résisté à m'incarner ici en fait. Et donc quand j'ai repensé à ce conte, je me suis dit ouais, ouais, bon, ok, c'est un peu autobiographique quand même cette affaire. Mais a priori, il parle aux autres aussi, donc je dois pas être la seule là-dedans. Non, t'es la seule, je suis sûre. Ouais, c'est comme Victor Hugo quand il disait dans la préface des Contemplations, ô ce lecteur qui croit que je ne suis pas toi. En fait, quand tu parles de toi, ça parle d'un être humain, enfin bon, sans entrer dans les nuances hein, humanoïdes, mais ça parle d'un être humain, un spécimen sur cette planète. Et en général, ça parle de l'humanité, des autres aussi, quoi. En tout cas, ça parle au moins à d'autres. Hein. Ben oui, oui. Bah, puis ça, c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à publier mes textes sur Facebook, d'avoir des retours comme ça de gens qui me témoignaient d'avoir été touchés par les textes. C'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte hein, quand on écrit, voilà, on suit un peu l'inspiration, mais donc ça m'a incité aussi à continuer et puis à petit transformer mon écriture, à être de plus en plus intime en fait. Les textes que j'écris ces derniers temps sont de plus en plus intimes, donc voilà, ça, c'est un beau truc qui s'est développé. Je suis contente d'avoir ça. Emmanuel, tu aurais une question? Ton micro est éteint. Oui, je vais la rallumer. Non, j'ai pas particulièrement de questions. C'est vrai que Virginie, je suis pas mal de tes publis sur Facebook. J'ai fait moi des intros X-Men avec Ingrid aussi et je suis assez touchée par tout ce que tu peux écrire en fait et surtout la manière que tu as de par rapport enfin je sais pas comment tu les appelles, les patients, les clients que tu reçois, de toujours mettre en valeur ce qu'ils sont au plus profond. Et ça, je trouve ça ressort vachement dans tes publis. Et du coup, s'il y a une question qui vient, c'est, je me demande, quand tu commences à parler, ça y est, après, je me demandais, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour la rééducation ou ils viennent parce que tu as une spécificité dans dans le fait de les recevoir de cette manière-là avec tous les outils que tu as? Bah écoute, je sais pas trop en fait parce que je pense qu'il y a des gens qui viennent pour ma spécificité. Et puis il y en a d'autres qui ont été envoyés chez une orthophoniste et donc après j'ai toujours en idée en tête que je reçois les gens qui sont tout à fait adaptés à ce que je dois recevoir et eux pareil. Donc je pense qu'il y a un appel d'énergie qui fait qu'on se rencontre. Il y a des gens clairement quand il y a eu la demande, en fait on est 4 dans le cabinet, donc quand les demandes sont faites, on les inscrit sur un carnet commun. Et il y a des gens clairement pour lesquels mes collègues se sentaient pas de prendre, et là moi j'avais un appel fort en fait. Voilà. Donc il y a des gens, je pense à une de mes patientes qui d'ailleurs a complètement halluciné en venant chez moi parce elle avait fait un burn-out, elle venait pour des problèmes de concentration, etc. Et au bout de 10 minutes, on s'est mis à parler de trucs complètement hors orthophonie. Et j'ai fini par lui proposer les bars et elle s'attendait pas du tout à ça. Donc on en reparlait l'autre jour et elle me disait combien elle avait été hyper étonnée de cette première séance. Donc je pense que
les gens viennent pour moi, par exemple, ils peuvent dire qu'ils viennent pour Virginie Rabier, mais ils vont pas forcément expliquer vraiment pourquoi ils viennent. Voilà. Enfin, tu vois, ils vont pas dire spécialement parce que Mhm. vous faites ça. Et puis en même temps, d'extérieur, on pourrait pas toujours imaginer que je fais des trucs, enfin, différents. Enfin, je Mhm. sais même pas si je fais des trucs différents. Je sais pas comment ça se passe dans les autres cabinets. En tout cas, je fais à ma sauce, mais parce que il y a des fois où une séance d'orthophonie elle ressemble à toutes les autres séances d'orthophonie en apparence. C'est vraiment tout se joue dans la présence, dans le laisser être, dans l'écoute. Donc je fais des jeux de société. Il y a rien parfois d'exceptionnel. J'amène Mhm. pas toujours les barres non plus dans les séances parce que les enfants sont pas toujours dans cette envie de recevoir. Enfin, ça dépend, vraiment, ça dépend de chacun. Ils savent que j'ai en fait cet outil. Mhm. Euh, voilà. Donc, je sais pas trop. J'ai pas eu vraiment de retour en fait de gens. Je sais qu'ils sont contents. Là, en ce moment, je suis un peu testée sur. Mais ça, c'est normal, c'est parce que je sors je pense que c'est parce que ma formation aux orthophonistes va sortir. Donc, je suis un peu testée là autour des diagnostics. Voilà, des gens qui viennent me réclamer beaucoup plus fort des diagnostics, qui donc manifestent parfois leur désarroi ou leur mécontentement. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça me permet aussi vraiment de revoir aussi ma posture. Et moi, j'ai rien ni pour, je suis ni pour ni contre les diagnostics. En fait, je suis toujours Mhm. dans suivre l'énergie et voir ce qui est requis en fait pour chacun et que ça soit une contribution pour chacun. Donc, donc voilà. Et en fait, quand on est dedans, j'ai du mal à. Ma collègue, ma stagiaire me disait par exemple, mais si tu te rends pas compte de ce que tu proposes en séance, moi je m'en rends pas compte en fait. Je sais pas vraiment ce que je propose. C'est pour Mhm. ça que ça va être intéressant que je fasse les formations pour les orthophonistes parce qu'il va falloir que je décortique plus les choses. Mais c'est compliqué de savoir en fait quand on fait les choses avec le cœur. En fait, j'ai du mal à définir du coup ce que ça donne. En fait, j'en sais rien. Mhm. Je sais pas trop. C'est vraiment mes textes qui m'ont permis, avec les retours des gens, de me rendre compte en fait que ça venait toucher le cœur des autres et que ça avait l'air de les appeler dans quelque chose d'un peu différent. Mais moi, je m'en rends pas forcément compte en fait. Mhm. Et la formation que tu vas proposer aux orthophonistes, là, elle est sur base de ton expérience, elle est sur base des différents outils d'orthophoniste, elle est où tu leur amènes des choses un peu différentes dans la pratique. Alors, ça va être une formation qui va pas vraiment ressembler aux formations orthophoniques parce que je vais pas donner forcément d'outils de rééducation. Mhm. Donc déjà, ça va être quand même une formule très différente. Ça va être beaucoup sur l'expérience, hein. Je vais vraiment être sur cette notion d'expérience, sur amener de la conscience en fait sur tout ce qu'elles font. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mieux communiquer avec soi pour mieux accompagner les autres. Mhm. Donc, plutôt que de se focaliser sur comment rééduquer les autres, ça va être d'abord comment on s'écoute soi, quelle posture on prend en tant qu'orthophoniste quand on est dans un cabinet, qu'est-ce qu'on attend d'une relation avec quelqu'un d'autre, comment on est avec tout ce qui nous traverse à l'intérieur, quelle posture on prend, et puis je vais être inspirée par les outils d'Access forcément, Mhm. parce que c'est des outils que j'ai beaucoup utilisés. Donc vraiment aussi de pouvoir apprendre à créer de l'espace. Voilà, Greg Bryers a aussi manifesté dans cette réalité vraiment cette histoire du laisser être. Je l'ai Mhm. vraiment goûté pendant cette formation parce que il est arrivé quand on fait sa formation, on peut se dire qu'il a rien en fait, il transmet aucun outil. On peut finir le dimanche soir en se disant bah en fait il s'est rien passé quoi. Et pourtant il se passe tellement de choses dès le vendredi, dès le moment où il commence juste à parler de lui en fait. Moi, ça a été un gros, je m'en suis pris un gros cataclysme dès le samedi matin parce que voilà, ça a fait écho à plein de choses de part de moi pas reconnues, etc. En fait, à la fin de cette formation-là, je suis revenue dans mon cabinet et j'ai vécu une semaine de magie où, en apparence, rien n'avait changé, sauf que moi, Mhm. j'ai créé des espaces nouveaux en moi. Et en fait, il y a des rééducations qui se sont transformées sans que je ne fasse rien, en fait.
J'ai des enfants qui sont arrivés, qui avaient des troubles d'articulation, qui n'arrivaient pas à dire le L ou le R et qui sont arrivés le vendredi en sachant les dire, alors qu'il ne s'était rien passé en apparence. Et donc, j'ai passé mon temps à halluciner toute la semaine en me disant, mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, et là, ça m'a vraiment questionnée sur cette posture. Parce qu'avant, moi, j'avais la cape de sauveuse et je me disais, qu'est-ce que je vais devoir proposer, qu'est-ce que je vais devoir faire pour qu'il avance, pour qu'il progresse, nanana. Et maintenant, je commence à me dire, en fait, j'ai rien à faire, j'ai juste à être, en fait, qui je suis. Et l'enfant reconnaît ou la personne reconnaît quand elle vient me voir. Et ça permet de créer une relation et une rencontre. Et puis la magie opère, en fait. Donc, c'est cette invitation que j'ai envie de leur proposer, c'est vraiment d'être de plus en plus dans la reconnaissance de qui elles sont et dans la reconnexion à qui elles sont pour qu'elles puissent proposer ça entièrement et de plus en plus aux patients qu'elles reçoivent. Donc voilà, c'est un peu flou encore, mais... Moi, j'ai une question aussi, mais c'est pour moi aussi. Pour moi, c'est flou et c'est pas flou, c'est-à-dire que je me rends compte aussi, moi, dans les gens que je reçois, je suis pas ortho, hein, mais dans les gens que je reçois en cabinet, que plus je suis dans le laisser être et que j'ai pas d'attente spécifique par rapport à ce qu'on me demande ou par rapport à ce que moi je pourrais m'auto-demander ou auto-créer ou que plus je suis dans le il se passera ce qui se passera en fait. Du coup, moi, je prépare et même je suis assez étonnée de ce que ça crée, de ne quasiment plus rien préparer. Et c'est vraiment cet espace, là où j'adhère, mais c'est pas une adhésion, voilà, mais où je me reconnais aussi, c'est plus je suis moi dans le laisser être et plus je vois que ça fait bouger les gens en fait, parce que ils perçoivent, je sais pas de quelle manière, que ils ont rien à me prouver, que j'attends rien d'eux et que surtout je suis pas dans le jugement. Et ça pour moi, en tant qu'accompagnant, thérapeute, tout ce qu'on veut, ça change tout. Ben oui. Ouais, moi je reconnais ça aussi, hein, vraiment, c'est cet espace en fait proposé qui est pas si fréquent que ça dans cette réalité, quoi. En fait, on rencontre pas si fréquemment que ça cet espace où on va pas avoir le point de vue de l'autre systématiquement. Et c'est vrai moi je l'ai vécu, quoi. Quand t'es accueilli comme ça avec juste tout ce que tu es, toutes les parts où toi tu t'es donné tort, et l'autre voit ça comme juste voilà, un truc sans aucun jugement, sans rien, mais voilà, quel relâchement, quoi. C'est vraiment ça, et c'est vrai que il y a le relâchement du corps, il y a le relâchement mental, enfin et puis ça permet de s'autoriser du coup à dépasser ces limites-là et à se dire peut-être qu'il y a d'autres choses en fait de possibles. Donc, ouais. Et ça, c'est vraiment plus je le perçois en moi et plus je suis capable de l'offrir, quoi. Oui, et oui, c'est sûr. C'est ça. Moi, il y a une question qui me vient. J'arrive pas trop à la traduire parce que c'est une énergie, mais comment tu fais quand un parent d'enfant, dans les premières primaires, tu vois, où on commence à détecter dyslexie, dyspraxie, tous les mots qui sont en train de sortir. Comment tu arrives à ne pas poser un diagnostic et peut-être à dire, j'ai pas le mot qui vient, mais tu sais, faire comprendre que l'enfant est peut-être en souffrance, qu'il sait pas trop ce qui lui arrive et que le fait de l'étiqueter, c'est peut-être pas une bonne idée, enfin de noter genre il est telle ou telle catégorie, si on peut dire, j'arrive pas à dire le terme. Comment t'arrives à... Alors moi, il y aurait que moi, clairement, j'aurais pas besoin des diagnostics. C'est vrai que je me rends compte que si on vient pas m'interpeller là-dessus, c'est pas du tout une démarche vers laquelle je vais aller spontanément, parce que moi, je trouve que les enfants ont tellement de talent qu'en fait, voilà, il y a un moment donné où ça coince à un endroit, par exemple, où ils vont être moins en facilité. Mais tout est possible, ça peut bouger, ça peut... Donc voilà.
Après, j'ai envie de te dire, c'est vraiment en fonction des parents. Mhm. Là, par exemple, j'ai eu une demande l'autre jour d'une maman, enfin voilà, une demande très pressante d'une maman qui souhaite poser un diagnostic pour sa fille, qui est en CE2. Moi, j'étais pas forcément dans cette démarche-là au départ. Mais voilà, on a pris le temps d'en discuter. C'est vrai qu'il y a un site qui pose un regard aussi assez lourd sur cet Mhm. enfant, puisque dans ce que j'ai pu percevoir du coup de fil que j'avais eu avec elle, il y avait une idée quand même de déficience mentale aussi, Mhm. alors que c'est pas le cas du tout. Et voilà, au fil de la conversation, j'ai perçu que c'était sans doute une contribution. Je poser. Peut-être de poser le diagnostic. Alors, ils étaient OK pour poser le diagnostic, mais pas faire des démarches trop lourdes. Donc, faire neuropsy, par exemple, ou psychologue pour faire un test de QI, ils n'ont pas envie. Donc, ça va être un diagnostic posé juste par moi. Et après, j'ai repris avec eux ma manière de percevoir les diagnostics. Voilà, je leur ai D'accord. expliqué que pour moi, c'était une étiquette qui permettait de jouer dans cette réalité, d'avoir des termes, en fait, euh, qui était un lien en fait Mhm. entre professionnels, que c'était un moyen d'échange et de communication. Mais ce qui était important aussi, c'était vraiment de ne pas rester figé là-dessus. Mhm. C'est vrai qu'en orthophonie, il y a plusieurs manières de voir les diagnostics. C'est vrai que quand on parle de dyslexie, par exemple, on dit que normalement c'est à vie. Ouais, c'est ça, directement, ça Voilà. bloque aussi, hein. Et moi, je suis un peu mal à l'aise en fait avec cette idée-là parce que je m'aperçois que tout est possible à chaque instant. Mhm. Donc, je leur dis que pour l'instant, en fait, on fait une photographie à cet instant. On va pouvoir parler avec les mots de cette réalité, donc comparer par rapport à la norme. C'est vraiment pour rentrer Mhm. dans le processus scolaire, etc. Mais qu'en aucun cas, on est en train d'aller explorer la totalité de cet enfant, quoi, de qui il Mhm. est. Ouais, parce que ce que ça peut faire aussi, c'est peut-être aux parents ou aux professeurs, ça va leur faire du bien d'étiqueter, comme on dit. Le Mm. problème, c'est que si l'enfant s'identifie à ça, par exemple, si on lui dit oui, mais tu es tel truc, regarde ça, tu ne sais pas faire ça, tu as du mal, est-ce que lui, dans sa réalité, va pas créer tout ce qu'il va faire, qui va se retrouver dans cette catégorie-là, tu vois? Je sais pas si c'est Mais français ce si, que je si, dis. oui, oui, après, c'est toute la difficulté des étiquettes, C'est ça. avec lesquelles beaucoup d'enfants vivent. C'est vrai que on va pouvoir dire, lui, de toute façon, il est comme sa mère, il est né C'est comme ça. ça. Enfin, voilà, les étiquettes, elles se baladent en fait à longueur de temps. Euh, Là, tout l'accompagnement, c'est vraiment aussi de permettre cette réouverture quand il y a l'étiquette de poser. Donc de lui dire que, enfin moi je le dis aux enfants, je dis, tu vois, on joue en fait avec cette réalité. C'est comme si tu avais un jeu de cartes et en fait on prend cette carte-là parce que en fait certains adultes peuvent pas comprendre autrement, donc on va leur donner les mots qu'ils comprennent. Ouais, ouais, d'accord. On ne parle pas vraiment de toi là, en fait on parle d'un truc qui se manifeste. Et à chaque fois je le remets au cœur de sa création en lui disant qu'il a toutes les possibilités et que Mhm. si à un moment donné euh, pour lui, qui va pouvoir créer ce qu'il a envie en fait, avec ou sans ce truc qui se manifeste. Euh, et que voilà, même si à l'école c'est un peu compliqué, il va pouvoir créer des choses que voilà, je les invite toujours à être tout le temps au centre de la création en fait. Mhm. Ouais, parce que c'est quand même plus agréable comme étiquette X-Men que 10, je sais pas quoi, hypersensible ou Oui, les trucs ainsi. Moi, je lui dis, bah, en fait, dans cette réalité, tu peux avoir ces termes-là, mais en fait, au fond de soi, t'es juste un X-Men et ils comprennent pas ta puissance ou ils comprennent pas ta façon d'être, mais oui. c'est peut-être eux, en fait, qui devraient avoir une étiquette. Ben oui, ça dépend de quel point de vue on se passe. Après, X-Men, ça reste une étiquette aussi. On pourrait voir ça. C'est une étiquette un peu plus large, mais c'est une étiquette qui regroupe du coup les sous-étiquettes. C'est une grosse Ça fait étiquette. quand même plus un pouvoir, tu vois, genre les super-héros et tout ça, ça fait un Ouais. peu plus. Après, on sent bien que parfois, c'est pour ça que je reste vraiment à essayer de suivre l'énergie. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu à une époque, j'ai eu un peu une rébellion des diagnostics. Mhm. Donc j'étais un peu les diagnostics crottes, aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion, c'est vraiment qu'est-ce qui est requis dans la situation en fait. Plus Mhm. que est-ce qu'un diagnostic est.
Parce que je m'aperçois, j'en parlais avec une copine l'autre jour, dont la maman a une schizophrénie, et elle me disait que le jour, en fait, on lui avait jamais donné de diagnostic, elle l'a entendu comme ça par hasard, elle a su que sa mère avait une schizophrénie, et elle m'a dit, le jour où j'ai su ça, mais quel soulagement. Parce que D'accord. j'ai enfin pu poser, en fait, comprendre des choses, aller m'informer, et à partir de là, j'ai pu dépasser le truc. D'accord. Et c'est ce qui peut se passer aussi pour certains parents, c'est que vraiment parce que pour les parents, c'est toujours source de beaucoup d'inquiétudes, Oui, c'est beaucoup ça. de questionnements. Ils ont des idées, mais ils savent pas, et du coup, il y a aussi tout le tort qui arrive, toute la culpabilité, enfin, il y a plein de choses. Et parfois, juste le fait de mettre un mot, ça leur permet de se dire, ah ok, c'est ça. Et après, et ça élargit sur plein d'autres choses. Mhm. Et puis, parfois, le diagnostic, comme la précocité, bah, il y a des parents qui vont vraiment s'emparer de ce diagnostic et qui vont après être complètement focalisés là-dessus. Oui, c'est ça. Ça Donc, risque aussi. Hein. voilà. Donc voilà, c'est plus poser des questions et voir ce qui est requis dans l'instant avec chacun, quoi. Mhm. En tout cas, Ok. pour l'instant, c'est comme ça que je perçois les choses, quoi. En fait, c'est intéressant parce que là, en discutant de ça, je me dis effectivement, il y a quand même il peut y avoir certains intérêts à ces histoires de diagnostic, alors que à un moment donné, on peut se dire ouais, il y en a marre de tous ces diagnostics qui apparaissent partout. Mais en même temps, moi, je me rends compte par exemple que quand moi-même j'étais enfant, on diagnostiquait pas tellement, mais du coup, on passait, enfin, certaines choses qui étaient aussi jugées. Euh, on n'était pas diagnostiqué, puis du coup, enfin, c'était juste du jugement. Alors que finalement, bon, même si aussi peut-être du jugement là derrière, mais un diagnostic, ça peut être une porte Ouais. pour aller rencontrer quelqu'un comme toi. Par exemple, là, ils ont particulièrement de la Mhm. chance, mais voilà, quelqu'un qui va les écouter d'une autre façon qu'on peut pas à l'école, en fait, parce qu'une maîtresse, elle va en avoir, je sais pas, 25, 30, et pas la Mhm. formation, tout ça. Donc, Oui, et puis oui, aussi c'est par rapport à ce que tu as dit sur la schizophrénie, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai appris pas mal de choses et alors après, on peut toujours dire que c'est un peu, ça peut sembler figé les étiquettes, mais je trouve que d'avoir des informations sur certaines choses, c'est déjà un peu Ça peut être, thérapeutique en oui. soi, quoi. Mm. Ouais. Ben, oui, oui, moi c'est vrai que je me suis reconnue quand j'ai commencé à regarder un peu des trucs autistiques, je m'étais jamais posé la question avant, quoi. Et c'est vrai que quand je suis allée voir, j'ai lu des BD, des choses comme ça sur l'autisme, et c'est vrai que j'ai retrouvé certains traits de caractère. Mhm. Maintenant, moi, en fait, j'ai pas besoin de me qualifier, mais c'est vrai que quand même d'avoir pu aller me reconnaître dans certaines choses, en fait, ça tait un peu ce tort qu'on passe, enfin, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, en tout cas, je m'en suis mis une sacrée couche de tort. C'est clair. Donc, de me rendre compte qu'en fait, maintenant que j'ai cet autre regard aussi sur l'autisme, en fait, c'est toute une démarche, hein, mais c'est vrai que maintenant que j'ai cet autre regard sur l'autisme, sur le trouble d'attention, sur, voilà, de pouvoir me reconnaître aussi dans ces traits-là, bah, ça a vraiment permis d'apaiser des choses et maintenant en fait je joue en fait avec tout ça et Mhm. j'y mets de l'humour en fait. Je me donne beaucoup moins tort maintenant quand je suis dans une assemblée et que j'ai l'impression d'être la seule qui n'arrive pas à s'adapter à ce truc-là. Bah, je vais sortir une connerie ou je vais juste Pour me aller. dans ce truc du moment, dans ce pack-up du moment. Et, voilà, ça m'a permis de peut-être mettre en lumière un peu ce truc un peu brouillon dans lequel Mhm. j'étais, de pointer des choses, en fait, de les reconnaître. Après, C'est j'ai vrai. pas besoin. Ouais, Pardon, c'est vrai, Julie, comme tu disais, l'étiquette X-Men, c'est vrai qu'elle est plus sympa, enfin, dans le sens Oui, aussi c'est où ça. ça, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé à arrêter de voir, enfin, si, comme dit Suzanne Mittermeier, mais arrêter de voir ce qu'on jugeait comme des incapacités, des phobies, enfin, très jugé, quoi, en Ouais. général, et comme, en fait, des capacités qu'on n'a peut-être pas, parfois même pas encore découvertes vraiment, quoi. Des ouais. forces, ouais, des forces qu'on a à l'intérieur. Bah, ça a été vraiment pour moi un cadeau, hein, de rencontrer X-Men et de les entendre vraiment prendre tous ces diagnostics complètement à l'envers et de les montrer comme voilà une Une force. pour moi ouais c'est presque même ils sont un rappel en fait de qui nous sommes. On Mhm. est en fait, hein, vraiment les enfants qui ont des troubles autistiques, etc. Ils sont vraiment, si on les regarde, en fait, ils viennent juste nous rappeler des capacités qu'on a complètement manquées, en fait.
et eux, ils viennent les manifester. Coucou. Bonjour. Bonjour, coucou. J'interviens dans cette. Vous avez parlé des étiquettes. En général, comme dit Gandhi, c'est la vie est un mystère à découvrir et pas un problème à résoudre. Nous, les êtres humains, on fait les êtres humains des problèmes à résoudre. Alors, chacun a des capacités. À travers les expériences de vie, il découvre ses super pouvoirs. Chacun a un pouvoir. Donc, n'importe qui a le pouvoir. Mais nous, on a dans cette réalité, c'est un enfant a un problème. Donc, on se focalise sur le problème. Oui, c'est vraiment comme ça qui arrive à moi. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas à l'école, il y a un problème, il ne suit pas. Donc, ils arrivent. Effectivement, on apprend. Alors, ça va être aussi, je pense que ça fera partie de ma formation, c'est qu'on a ce temps d'anamnèse où on va décortiquer toutes les étapes d'évolution de l'enfant pour aller trouver là où ça a commencé à bugger, en fait. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après, on va faire passer des tests pour trouver là où ça dysfonctionne. Et puis après, on va mettre en place un protocole de rééducation pour aller rééduquer pour qu'ils puissent, du coup, mieux suivre à l'école, en fait. Et puis, donc ça peut être un peu lourd, quoi. C'est vrai que quand on le prend sous ce prisme-là, les talents et tout ça, on les voit pas trop, quoi. Hein. Enfin, c'est pas long. Alors après, mes collègues, je pense qu'elles font pas ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend à l'école. Après, avec l'humanité qu'on a, je pense que chacune va transformer, puis va y mettre le cœur, voilà. Et je pense qu'il y a la majorité des orthophonistes qui maintenant fait son boulot avec le cœur et ça donne pas ça. Mais c'est vrai que c'est quand même l'orientation, hein, c'est vraiment sous l'angle du dysfonctionnement, quoi. On parle là-dessus. Et comme tu as dit sur au début moi j'ai vu, tu as parlé de la place, de trouver sa place et en même temps lorsque tu as dit tu as mal de se réincarner dans cette réalité. Moi je parle de mon expérience. On a des capacités, mais lorsqu'on voit cette réalité, il y a une confusion avec ce qu'on a à l'intérieur, le savoir, la connaissance qu'on a, et en même temps ce qui est dans la réalité. C'est pour cela, des fois, on se perd dans la réalité. Où est ma place? Il y a des étiquettes dans cette réalité que tu dois faire ça pour être ça ou prouver quelque chose. Alors dans les outils d'accès, ça inverse tout. Donc on dit pour faire être soi, c'est pas prouver. Nous on apprend à prouver à l'école, on est meilleur, donc on apprend à être meilleur tout le temps, mais on n'est jamais nous-mêmes. Donc du coup c'est être, c'est pas être le meilleur, mais c'est tout simplement l'être qu'on est. Ouais, beaucoup de comparaisons de paraître et tout ça aussi. Ouais. J'ai la question qui est arrivée. Alors, c'est par rapport au fait comment accepter d'être une mère imparfaite et d'imaginer tout ce qui est relié à nos enfants, tu sais, qui peuvent leur arriver plein de trucs, c'est-à-dire de culpabiliser, de pas être... par exemple, les diagnostics, imaginons, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est passé à côté de quelque chose, tu vois. T'as des gens qui vont dire, voilà, votre enfant est tel, 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 et puis là, tu vas, par exemple, te renseigner et tout, tu te rends compte qu'ils ont raison, et tu te dis, purée, mais quelle mère je suis d'être passée à côté de ça, tu vois. Comment arriver à se pardonner, si on peut dire, de passer à côté de certaines choses en étant une maman et en étant en contact tout le temps avec l'enfant, en fait. Alors moi, je peux prendre mon exemple. Mon fils est en échec scolaire au collège. Alors, si on prend les termes de cette réalité, il est en gros échec scolaire, il est en 4e. Voilà. Depuis la 6e, il me propose plein d'expériences qui m'ont vraiment permis de dépasser chaque fois les limites que je m'étais fixées, avec la culpabilité et tout ça. Qu'est-ce que je me suis dit? Moi, je me suis dit que ce que j'étais en train de vivre avec lui était parfait dans notre situation, c'est-à-dire qu'il s'était servi ça, il me le servait, je me le servais.
Mhm. qu'il a sa responsabilité, son choix de vie, et que donc je ne suis pas la mère Oui. censée répondre à tous ses besoins, toutes ses demandes, enfin, comment dire, c'est pas moi qui fais son chemin, Oui, je comprends. c'est lui qui crée son chemin. Moi, je l'accompagne. Mhm. Donc en fait, c'est un jeune qui refuse que je l'aide au niveau de scolarité. Il veut pas être aidé sur les devoirs. Ça n'a pas été facile parce que je me retrouve dans la situation où il se tape des super mauvaises notes et je vais voir les profs qui me font comprendre qu'il bosse pas. Enfin voilà. Et en même temps, il sait, je lui ai proposé De l'aider. il sait que je suis là. Maintenant, c'est de sa responsabilité, c'est son choix en fait de prendre D'accord. les outils qui sont là. Mhm. Donc moi, je me suis, à chaque fois qu'il y a la culpabilité, le tort qui est venu, je me suis offert le plus d'amour possible déjà, en Mhm. me disant que je faisais ce que je pouvais et que il y avait vraiment quelque chose qui jouait, mais pour chacun de nous, quoi. Mhm. Et donc je pouvais pas porter, c'était presque prétentieux de ma part de croire que je portais la totalité de ce truc et que c'était moi qui du coup détenais aussi les rênes de la réussite ou pas, quoi. Mhm. Mhm. Et ça a demandé beaucoup de et je l'ai remercié plein de fois, hein. Je continue de le remercier parce que du coup, ça m'aide beaucoup dans mes accompagnements aussi en séance, parce que ça m'a demandé vraiment de le lâcher Mhm. alors qu'il allait se foutre selon mon point de vue, dans le mur, hein. Parce que je sais pas si c'est un mur en fait, c'est peut-être pas du tout un mur, mais selon les références scolaires, il fonçait dedans. Mhm. Et ça m'a demandé vraiment de la totale confiance. Voilà. D'accord. Donc, on a pris beaucoup de temps pour discuter. Moi, je lui ai proposé, je lui ai amené d'autres possibilités, c'est-à-dire que je lui disais comment moi je percevais les choses. Et à chaque fois, je le remettais en face de sa responsabilité en lui disant, en fait, tu as tous les choix. Donc, quand il me disait, mon prof, c'est un gros con, Mhm. il peut pas me blairer, je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui proposes aussi à ton prof, en fait? Parce que alors, les mots, j'en avais deux, trois tous les jours à signer, voilà. Et je lui ai dit, si à un moment donné, ça te convient plus, change ce que tu proposes. Mhm. Mais Voilà. quand c'est plus jeune, donc ici la personne qui pose la question a plus un bébé de 9 mois, 1 an. Moi, par exemple, mon fils de 6 ans, euh, parce que sincèrement, dans cette société, souvent, quand il y a un problème avec l'enfant, c'est à faute de la mère. Bah oui, mais c'est cette. Bah oui, c'est Tu clair. vois, et c'est comment arriver C'est ok. à accepter d'être la mère imparfaite, tu vois, c'est vraiment arrêter de se juger parce qu'on vit avec eux, on est hors de l'école, donc je veux dire, on les voit à l'extérieur aussi. Et le fait que eux, peut-être en peu de temps, arrivent à cibler ce que ton enfant a, le problème qu'il a, et toi ne pas savoir en fait ce qu'il a, peut-être sentir cette souffrance. Comment arriver à sortir, tu vois, de cette culpabilité, surtout avec des enfants beaucoup plus jeunes Mm. qui n'ont peut-être pas la façon de l'expliquer non plus, tu vois. Bah, c'est pas évident. Après, c'est vraiment un chemin, je pense. C'est vraiment un chemin de comprendre un peu aussi comment fonctionne cette réalité, comprendre le cadre qui est proposé dans cette réalité, comprendre que ça fonctionne par catégorie, par jugement, Oui, c'est ça. par étiquette, par dichotomie, déjà, quand on a quand même en tête un peu ça, on voit bien que c'est vraiment venu découper, tronçonner en fait. Mhm. Donc, et puis en tant qu'adulte, parents, on a une perception des choses avec tous les filtres qu'on a aussi. Donc, c'est aussi peut-être ça naît de la discussion à chaque fois. À chaque fois qu'on je sais que ça va vite, qu'on peut le donner, mais est-ce qu'on peut aussi, dès qu'on voit plonger dans le tort, aussi peut-être appuyer sur le bouton stop, Mhm. vraiment faire un choix en conscience de se dire stop, quoi, je me donne pas tort en fait, je fais du mieux que je peux avec qui je suis aujourd'hui, quoi. Mhm. Et aussi, on a tout un tas de bagages avec lesquels on avance, on fait ce qu'on peut, et on a déjà, enfin, faut déjà aussi se féliciter, vraiment se féliciter d'être dans ce chemin de conscience qui est pas évident. Il y a des tas de gens qui y sont pas. Mhm. Déjà, on est à l'écoute de notre enfant, dans recevoir qui il est du mieux qu'on peut. C'est déjà énorme, quoi. Mhm.
Donc, ça menait beaucoup de douceur, quoi, aussi, quand même. On fait ce qu'on peut, quoi. Oui, c'est ça. Et en même temps, ce qui est servi est pile exactement ce qu'on doit vivre, quoi. Aussi. Ouais. Donc, rien n'est faux, en fait, dans tout ça. Donc, le tort, c'est comme si à un moment donné, on disait non, en fait, à ce qui se présente à nous et à ce qui est proposé. Mhm. Alors que si ça se propose, c'est aussi peut-être parce que ça va nous ouvrir sur plein de portes et plein d'ouvertures de cœur, plein de trucs, quoi. Oui, des choses non connues et qui pourraient nous apporter à nous aussi, parce que apparemment, ce qu'ils disent, c'est que souvent, quand l'enfant est 10, c'est souvent héréditaire, donc ça vient du papa ou de la maman, du moins. Donc ça peut aussi faire travailler à notre enfant, se rendre compte de certaines souffrances qu'on a eues et qui étaient peut-être liées à ça et qui n'a pas été détectée non plus, quoi. Oui, après, tout est discutable sur le côté de l'hérédité. Ça va être le point de vue neuro. On peut le voir sous un autre angle. Si vous demandez au psy, on vous dira que c'est psychanalyse va vous donner un autre angle de vue. Donc, bon, en fait, quel que soit le truc, de toute façon, quand il y a un enfant qui vient manifester quelque chose, je trouve que c'est toujours intéressant que le parent puisse aller faire un retour à l'intérieur. Et Mhm. de toute façon, c'est toujours une invitation à aller voir ce qui se passe en soi, quoi. Ouais. Si ça ramène du tort, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Juste aller accueillir ça. Et puis, j'avais fait une vidéo sur arrêter de se donner tort et de se lâcher un peu, quoi. Et c'est stop, quoi, stop. Faudra Aussi, nous l'envoyer. on a ce choix-là d'arrêter aussi de toujours aller alimenter les trucs. Mhm. Donc, ça veut pas dire qu'il va pas se déclencher, mais on n'est pas obligé toujours d'aller dedans, quoi. On Mhm. peut aussi dire merde, stop, quoi. Bon, stop. Ok, il y a un truc qui arrive. Et puis, effectivement, souvent, quand même, les enfants, dans leurs manifestations, viennent nous inviter vraiment à aller voir des trucs en nous, quoi. Ouais, ils appuient sur les boutons. Vraiment. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent avec des difficultés. Effectivement, bah, au fil des discussions et tout ça, en fait, on se rend compte qu'il y a un des deux parents qui a vécu les mêmes choses enfant. Mhm. Donc c'est aussi bah, comment ce parent peut aller s'il est prêt. Hein. Moi, c'est pareil. Hein, je laisse chacun le choix d'aller explorer ou pas. Il n'y a aucune obligation d'aller explorer si le parent le souhaite pas. Mais Mhm. en tout cas, ça peut être une invitation à aller explorer cette part-là de lui bah, pour aller redonner la main et faire la paix avec tout ça, quoi. Mhm. Et se reconnaître dans sa capacité, alors que souvent ça a été une incapacité, ça a été souligné comme ça à un moment donné. Mais il y a un livre aussi, je sais pas si tu as vu, qui va bientôt, je pense, sortir en français d'Anne Maxwell avec le poisson et l'arbre, Ouais. et qui est vraiment énorme aussi à ce niveau-là parce qu'il parle beaucoup des enfants comme ça, autistes. Ils disent pas 10, mais ils disent TDA, TDAH, enfin Oui, c'est toutes ça. les catégories qu'on donne maintenant, quoi. Hypersensible, ça je sais pas si c'est noté, mais vraiment qui peut apporter aussi un autre regard par rapport à ça. Et c'est ça que je trouve ça bien aussi qui va être traduit en français parce que ça peut aussi amener à faire réfléchir quelques parents en lisant ce genre de livre aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais. donc voilà. Ouais, mais c'est vraiment quand les parents. Enfin, moi, je suis toujours émerveillée de voir le parcours des parents. C'est un parcours difficile. Hein. Ouais. Je vais pas dire que c'est un parcours les doigts dans le nez. Hein. C'est un parcours qui est difficile, qui demande à tous les parents, j'ai envie de dire, du courage. Après, il y a des parents qui vont plus ou moins être en capacité d'accompagner tout ça. Mhm. Mais quand le parent plonge vraiment là-dedans, ça crée des trucs, mais magiques, quoi. Il y a des parents, mais franchement, moi j'ai suivi des parents, ça crée au-delà de ce qu'on imagine. Par contre, il y a vraiment des traversées, ouais, où ils en chient, quoi. Ouais. Vraiment, il y a des traversées où c'est bah, toute cette période de friction, où ils sont pas tout à fait dans l'acceptation encore. Et puis où quand même le système scolaire bah, reste voilà quand même lui il reste figé hein, avec ses demandes, les réunions. Enfin il y a des trucs qui sont vraiment difficiles pour les parents, les réunions, Mhm. les équipes de synthèse où on se retrouve des fois à 8, 10, le parent est là et il entend parler chacun de son enfant. C'est vachement difficile je trouve quoi. Mhm. C'est vraiment c'est pas toujours valorisant quoi. Il y a des fois où ils s'en prennent quand même plein la tronche quoi parce que
parce qu'on vient pointer tout ce qui fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le but de ces équipes, puisque le but, c'est après de mettre des aménagements en place. Donc, il faut bien pointer ce qui fonctionne pas. Donc c'est aussi les accompagner là-dedans, quoi, pouvoir leur dire, leur expliquer un peu à quoi ce que ça va donner, puis vraiment amener un peu de jeu, quoi. Enfin, moi, quand je peux, j'essaie d'amener un peu de jeu, un peu de distance en disant, bon, voilà, on va se retrouver là-dedans. Comment on va pouvoir jouer? Vous imaginez bien qu'on va s'amuser à tronçonner votre fils. Voilà. Gardez en tête, bah, c'est ça. Hein. Enfin, Ouais, le faire rentrer dans la case, quoi. quand on fait des bilans, on tronçonne quelqu'un. Hein. Donc, c'est pouvoir leur donner des petites clés aussi comme ça. Et puis, bah, eux, ils ont. Enfin, vraiment, moi, je suis toujours super admirative, quoi. Je me dis, je sais. Enfin, maintenant que je suis parent d'un enfant qui déconne à l'école, je commence à me rendre compte que je suis capable aussi de traverser ça. Mais ma fille était plutôt bonne scolairement, donc c'est vrai que j'étais dans cette idée de, ouais, ses parents, ils ont vraiment beaucoup de courage, quoi. Mhm. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais tout est juste. Ah oui. Et quand chacun prend sa place et quand chacun se met à sa place, sa juste place, ouais, ça crée des super étincelles. Mhm. Et il y a quelque chose vraiment dans la connexion, même parent-enfant. Enfin, il y a, Il y a quelque chose qui se crée, une connexion. ouais, il y a des espaces qui se créent avec vraiment beaucoup de respect de l'espace de chacun, Mhm. l'espace d'être, de liberté d'être. C'est vraiment chouette, quoi. Moi, ce qui me touche aussi, c'est j'essaye vraiment d'être aussi vulnérable avec mes enfants. C'est aussi le côté de dire j'ai eu tort et je m'en excuse, tu vois. Pas dire que le parent est au-dessus de tout, qu'il a la science infuse, même les adultes en soi, mais vraiment dire à l'enfant j'ai fait une erreur et je m'en excuse et pas dire ouais je suis l'adulte, j'ai droit de tout. Moi je me trompe jamais, toi t'es un enfant, t'apprends encore. Ça aussi, être vulnérable devant eux, je pense que ça peut être un beau cadeau pour que eux, en grandissant, puissent l'être aussi, quoi. Ouais, 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 ouais. Et moi, j'aime, enfin, en tout cas, j'ai vu aussi vraiment de les remercier pour ce qu'ils nous Mhm. donnent. Moi, je l'ai fait avec mon fils la première fois, il est resté scotché parce qu'il a trouvé ça bizarre, mais c'était pas super confortable d'ailleurs au début pour moi parce que je me suis dit, je suis en train. En fait, t'as presque la peur de te dire, bah attends, si tu le remercies pour ce qu'il est en train de faire, du coup, il va avoir envie de le faire encore Il plus. va recommencer. Et en même temps, ça me touchait tellement parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'apprends en fait grâce à lui, quoi. C'est ça. Chaque fois que je suis obligée de signer un mot de comportement, qu'est-ce que ça me demande de lâcher, continuer à l'aimer au-delà de tout ce qu'il manifeste, quoi. Et de Mhm. savoir qu'il n'est pas ça et d'aller le questionner dans ce que ça vient dire pour lui, etc. Et ouais, je l'ai remercié et en fait il me l'a redit l'autre jour. Je savais pas si ça avait eu, je savais pas quel effet ça avait fait sur lui. Et il y a un prof en début d'année qui leur a dit vous savez, moi je sais des choses, mais vous aussi, et je vous remercie de m'apprendre des choses. Et mon fils est rentré le soir en me disant ouais, tu sais, il a dit exactement comme toi. Il nous a C'est bien remercié. un prof qui dit ça. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Et ça, c'est aussi comment utiliser, alors quand on a les outils d'accès, c'est comment utiliser tous ces outils-là aussi vraiment et jouer avec ces réalités-là. Hein. Ouais, c'est clair. Maintenant que je commence à avoir les outils et que je les automatise un peu plus, à chaque fois que je vais au collège, maintenant, je déblaye, je pose des questions, je manipule les profs. Enfin voilà, c'est vraiment pour voir ce qui va créer le plus pour chacun de nous, quoi. Mhm. Donc je repère les profs qui vont être une contribution pour nous. Voilà, c'est vraiment c'est jouer avec ça, quoi. Jouer Mhm. avec cette réalité, quoi. Comment on peut surcréer avec tout ça, quoi. Ah bah, c'est du costaud. J'ai une question. Ah oui. Tu as parlé de juste place. Comment la trouver, notre place est juste place? Bah, Euh, juste place, chacun. pour moi, je trouve qu'elle Mhm, change tout le temps. En fait, la juste place, elle va jamais être la même. Donc, c'est vraiment mhm, une mhm, énergie. mhm, Il y a des fois où tu auras l'impression. C'est quand à un moment donné, ça fait comme ça à l'intérieur. Enfin, pour moi, ça fait comme ça à l'intérieur. C'est comme si ça sonne juste. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Tu sens que ce que tu fais, même si ça porte pas ses fruits tout de suite, tu sens que c'est mhm, bon pour mhm. toi. Enfin, C'est dans le bon chemin. ouais. Sur le chemin. Et la place que tu as pris à ce moment-là va peut-être pas être le lendemain cette place-là. Hein, en fait, Mhm. parce que ça bouge tout le temps.
Donc, moi, je sens que je suis cohérente quand je propose ça à mon fils avec moi. C'est-à-dire qu'on ne me suit pas forcément, le papa ne me suit pas, ma famille ne me suit pas forcément. Mais moi, je perçois au fur et à mesure l'autorisation que mon fils se donne. Voilà. Oui. Et j'ai pas forcément des résultats dans la matière. Ça veut dire que ça améliore pas forcément ses notes. Et moi, je vois la conscience qu'il met, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, Non, mais je comprends. Oui, oui, moi aussi, j'ai perçu. là-dessus, ce regard qu'il prend sur les choses. Là, par exemple, il a choisi de faire un bilan neuropsy. Ça faisait plusieurs années que je lui disais, est-ce que tu as envie qu'on t'accompagne quelque part pour t'aider? Est-ce que tu as envie de faire un bilan, etc. Il a toujours refusé. Et moi, je me suis dit, s'il veut pas, il n'est pas question que je le force. Et je lui en ai reparlé en début d'année et il a accepté. D'accord. Et là, il a fait le bilan, il a été hyper participant, il est impatient d'avoir les résultats, il a kiffé de faire ce test-là. Et puis, on va voir ce que ça donne. En fait, moi, je m'en fiche personnellement. Et lui, là, ça a fait partie des besoins de son chemin, en fait. Et pour moi, ça a été magique parce que je me suis dit, oh, punaise, il a vraiment fait un choix. C'est lui, quoi, qui a choisi ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il était en refus total depuis 2 ans. Et puis là, il a choisi de le faire, quoi. Et je trouve que c'est tellement puissant, quoi. Et il a quel âge? Il a... Alors, quel âge il a? Je me plante tout le temps dans son âge. J'ai perçu 14 ans. 14 ans. Ok. Mais Il y voilà, a un film. Il y a un film pour adolescents. Des fois, je fais avec des enfants aussi, à des ados. Il y a un film qui est vraiment magnifique pour les ados, c'est L'école fantastique. Je ne sais pas ce que vous avez regardé. alors, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, ouais. Il est magnifique pour vous le regardez en famille ce week-end. Ouais, mais alors après, c'est pareil, j'ai pas forcément mis le mot adolescent, parce que en fait, j'en avais marre de tout. Il y a tellement de points de vue. Mais comme plein de points de vue, hein, c'est-à-dire c'est encore une étiquette de plus. Hein. Et à chaque fois que je disais, j'ai 2 jeunes, on me demandait l'âge à la maison, et que je disais 17 et 14, on me disait, oh là, ça doit être horrible. Si c'est dit ça, ça doit être horrible. En fait, tous les âges. Oui. Bébé aussi, tu ne dors pas la nuit. Intéressant. Phrase, quand ils sont petits, petit problème, quand ils sont grands, grand problème. Ça, c'est pas vrai. Hein. Et avoir des comme ça voilà, à la maison, je trouve qu'à la limite, j'ai beaucoup plus galéré quand ils étaient plus jeunes parce que j'avais pas d'outils, j'avais vraiment la tête dans le guidon et du coup, ils ont passé la vitesse supérieure pour que je me décolle un peu et que je me soulève un peu du caca dans lequel j'étais. Et j'aime beaucoup les voir aujourd'hui et voir comment ils évoluent et voilà. Et ouais, c'est chouette. Emmanuel, tu avais une question, je pense. Tu avais réouvert ton micro. Oui, mais du coup, je l'ai refermé. Mais je l'ai vu. Non, c'était pas vraiment une question, c'était plus un ajout par rapport à tout ce que vous disiez. Autour, et là, moi, mes filles, alors souvent, je leur dis que je sais pas tout, que moi aussi j'ai mes faiblesses, et je m'excuse, etc. Et puis parfois, quand vraiment, je sais plus, je suis au bout, je leur dis, mais montre-moi ce que je peux faire pour toi. Montre-moi, apprends-moi comment faire avec toi. Et du coup, ça les met dans un autre état d'esprit, de se dire, moi aussi en tant qu'enfant, je sais des choses, et je leur dis, le mode d'emploi de toi, c'est toi qui l'as. Moi, je l'ai pas. Tu m'as pas été livré avec. Je suis désolée. donc toi, tu as le mode d'emploi. Dis-moi ce qui va être une plus grande contribution pour toi. Et ce soir-là, j'avais une maman avec sa fille de 13 ans et depuis quelques années, la relation a toujours été plus ou moins compliquée. Je les ai vues toutes les deux à différents moments de leur vie. Et là, la jeune, elle revient.
Et c'était compliqué. Et je lui disais, mais ta maman, elle fait les choses par bienveillance. Elle reconnaît que vous êtes des enfants spéciaux, avec vos spécificités. Et parfois, c'est difficile d'être une maman quand on n'a pas le mode d'emploi et qu'on ne sait pas comment faire. Donc, toi aussi, tu dois lui montrer ce que tu attends d'elle et comment tu as envie qu'elle soit avec toi. Et parce que souvent, on attend des parents qui fassent tout pour nous, en fait. Les enfants attendent... alors, soit qu'ils disent oui, soit qu'ils disent non, soit qu'ils interdisent, soit qu'ils autorisent. Et ils disent peu vraiment ce qu'il y a derrière, en fait, parce qu'on les a pas habitués. Je trouve que de replacer les choses aussi de cette manière-là, en disant, mais qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui contribuerait pour toi? Bah, du coup, ça change vraiment la donne. Ouais. Ah ouais, c'est super intéressant. Ouais. On a dans l'idée que les parents sont censés savoir tout, en fait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on doit tout résoudre, résoudre toutes les difficultés, etc. Alors que, effectivement, bah, nous aussi, on chemine avec eux et on découvre. Et puis, ils peuvent avoir un petit temps d'avance. Hein. C'est vrai que les enfants qui arrivent, ils sont quand même Un petit, Virginie? Ouais, c'est ça, quoi. petits pour pas effrayer. C'est les meilleurs professeurs, mais c'est vrai qu'on a la sensation comme si on devait avoir la baguette magique et tout savoir d'eux, tout savoir ce qu'il faut faire. Ouais, et moi, souvent, ce que je leur dis aux enfants aussi, c'est je leur dis, tu sais, de génération en génération, l'être humain évolue, et donc vous êtes plus évolués que nous. Ouais, Non, mais c'est vrai. ouais, Ouais. c'est clair. Plus évolué, le cerveau s'est transformé, etc. Ce qui trouve bien, c'est qu'on n'est plus à l'état de l'homme de Cro-Magnon. Aujourd'hui, on est un être évolué, on a créé plein de choses. Et donc, vous êtes plus évolué, mais je leur dis, toi, t'es plus évolué que moi. Donc, il y a des choses que toi, tu sais, que moi, je ne sais pas. Il y a des choses que moi, je sais parce que j'ai expérimenté. Donc, je peux t'apporter des connaissances. Et il y a des choses que toi, tu sais que moi, je ne sais pas. Et l'idée, c'est qu'on va travailler ensemble, on va se co-faciliter, en fait. Et le fait de les remettre dans cette position-là, ben, je trouve que ça dédramatise aussi pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est pas qu'on trouve dans les systèmes scolaires et tout ça. Ah non, pas du tout. Ouais. Il y a encore cette posture pyramidale, hein, beaucoup quand même. Hein. Ouais, Bien c'est ça. sûr. Bah, merci. Avec plaisir, écoute. Et je rajoute Je note, moi. ce que Emmanuel a dit, ils savent, les enfants, ils savent comment manipuler un portable, une tablette. Nous, on lit. Eux, ils lisent pas. Ils savent déjà. Ils ont, lorsqu'un enfant porte un portable ou quelque chose, ils savent. On n'a même pas le temps de l'expliquer et tout. Il entre dans des choses qu'il veut regarder ou ils savent. Donc, c'est un savoir aussi pour les enfants. Ouais. Oui, mais ils ont besoin de nous quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est un échange. Quand même, hein. C'est un échange. Effectivement, comme mais ils savent. on a expérimenté 2-3 trucs quand même. Et effectivement, c'est des enfants qui arrivent avec beaucoup de puissance, très peu. Donc, ils sont vraiment dans leur être, mais par contre, ils sont quand même incarnés. Et donc, de temps en temps, ils ont besoin de 2-3 tuyaux pour rester là, quoi. Parce que des fois, ils sont un peu vaporeux ou ils sont peut-être dans la lune. On a besoin de aussi les guider et parfois vraiment de prendre une place aussi. C'est aussi ce que je rencontre, la difficulté que je rencontre en ce moment, c'est avec les éducations bienveillantes, non violentes, etc. Ça a ramené des doses de culpabilité aussi pour les parents. Ils veulent absolument à tout prix parler, être dans la discussion permanente, etc. Et ces enfants-là, ils ont vraiment besoin aussi de sentir les limites parfois. Et parfois, les parents, quand je les ai en séance, en fait, je suis obligée d'intervenir parce que le parent est ça fait une demi-heure qu'il explique, etc. Sauf que l'enfant, il a juste besoin là qu'on lui dise stop, t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Et on s'en rend compte. Voilà. Et ces éducations, c'est un nouveau truc auquel les parents s'accrochent.
Et l'idée, enfin, ce qu'on peut faire du mieux qu'on peut dans l'éducation, c'est de s'accrocher à rien en fait, hein, vraiment d'être pouvoir suivre l'énergie et d'être l'énergie qui est requise sur l'instant. Donc ça peut être effectivement beaucoup de bienveillance et prendre du temps, mais parfois ça peut être juste aussi poser un truc beaucoup plus ferme et qui montre qu'on est là et que c'est stop quoi. Mais c'est ça aussi, c'est le côté culpabilisant. On fera pas comme nos parents à punir ou à monter le ton, ou tu vois. Mais au bout d'un moment, moi, je me rends compte avec un enfant de 6 ans, si à un moment donné, je dis pas, bon, mais non, ça suffit, c'est moi la mère et toi, t'es le petit. C'est vraiment comme s'ils nous prenaient copains-copines et qu'ils se permettaient vraiment beaucoup plus de choses, en fait. Et que si à un moment donné, on met pas les limites, mais c'est aussi, tu vois, quand on parle de limitation aussi, tu dis, ouais, mais j'ai pas envie de lui mettre des limitations. Il y a vraiment le côté envie de faire le mieux qu'on peut. Et en fait, on se sent coupable parce que si on est trop bienveillant, ça va pas. Si on est trop autoritaire, ça va pas. Il y a jamais le juste milieu et on fait vraiment ce qu'on peut en tant que parent, quoi. Et je crois que c'est un rôle vraiment très dur et c'est un métier très, très dur. Je crois que c'est le métier le plus dur au monde. Oui, puis on s'est choisi quoi, hein. Donc ces enfants-là, ils viennent nous montrer tous les petits voiles qu'on n'a pas encore soulevés quoi, hein. Ils sont là pour ça, hein. Et puis nous, on est là aussi pour d'autres choses et donc c'est vrai que c'est quand même pas confortable hein, parce que des fois on n'a pas envie d'aller voir des trucs, hein. C'est clair. Donc et eux, ils aiment bien les appuyer sur ces trucs-là. Quand ça marche plus, ils font mais ça allait la dernière fois. Maman, pourquoi ça marche plus? Ouais. Mais bon, ils sont des sacrées sources de prise de conscience, hein. Ils nous accompagnent super. Enfin, moi, j'adore quoi. C'est eux les thérapeutes. On est co-créateurs quoi. On est co-créateurs. C'est clair. Ouais, ils créent autant que nous et ouais, c'est des beaux partages. Des fois, c'est dur quand même. C'est clair. Marie, tu as encore une question? T'es tout emmitouflée. Oui, j'ai un petit peu froid. Là, non, j'ai pas de questions. Là, maintenant, tout de suite. Emmanuel, tu as encore quelque chose à dire? Non? Asma? Non. Bon, on va bientôt laisser Virginie alors. Bon, en tout cas, un grand merci. C'était, comme je t'avais dit, c'est très enrichissant. Il y a beaucoup de mamans en plus sur le call, donc ça apporte aussi ce côté-là. Arrêter de culpabiliser et on sait qu'on fait de notre mieux. Donc c'est ça aussi. Tu nous montres une autre facette aussi. Je dirais pas plus médicale ou scientifique, mais aussi de se dire que voilà, on n'a pas la science infuse non plus et qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous accompagner, comment on dit, j'ai pas le mot qui vient, nous soutenir en tant que parents. Ouais, c'est important. Donc, quand on a des parcours avec des enfants atypiques comme ça, extraordinaires, c'est important de poser des questions pour aller vers les personnes qui sont requises dans ce parcours-là. Parce que c'est aussi important de ne pas se surcharger de tout un tas de trucs. On peut vite tomber aussi dans l'envie de faire plein d'exercices, de faire plein de trucs, faire des nanas, plein de choses. Et c'est aussi important de garder cette relation au-delà de tous ces troubles. Ouais. Et parfois, juste poser des questions à l'enfant. Ouais, et parfois c'est ce qui peut un peu s'éteindre quand il y a de l'inquiétude aussi pour les parents. C'est l'enfant il peut plus souffler en fait, hein. Il rentre, c'est ça. Il va se voir et puis après on va quand même rajouter 2-3 trucs parce qu'il y arrive quand même pas. Puis après on va quand même lui faire la lecture du soir parce que vu qu'il sait pas bien lire, ça serait bien qu'il lise plus. Et puis il y a tous ces objectifs. Du coup il y a plus juste le plaisir. Donc c'est bien d'avoir des personnes avec qui on adhère, poser des questions, trouver des gens qui vous parlent et n'allez pas vers les gens qui vous parlent pas pour pouvoir justement avoir des accompagnements et puis que l'enfant puisse avoir des petits endroits ressources. S'épanouir encore plus. Ouais. J'avais quand même oublié ma petite question sur les écrans. Ah oui, c'est vrai, vas-y, pose ta question. Ouais, c'est quoi ma question? C'est
J'ai bien aimé ce que tu as dit sur la parentalité positive et tout. Enfin, il y a pas mal de choses qui nous rajoutent des couches de culpabilité, mais je pense que c'est plutôt bon, on est vachement implanté là, par rapport à ça, et dans la société en général. Du coup, pour les écrans, ouais, moi je crois que mon fils, il appuie sur ce bouton à fond la caisse. Et parfois, je le laisse faire. J'entends aussi que il y en a qui laissent pendant un temps, ils s'occupent plus, et puis comme ça, ils voient aussi un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai du mal quand même à lâcher. Oui, alors moi, bah, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde pas tout le temps non plus avec mes collègues, je me fais un peu réprimander. Alors moi, je suis pas du tout anti-écran. Après, c'est toujours dans la relation et avec l'enfant, c'est un peu observer ce qui se passe et voir et adapter en fonction de l'enfant. Moi, je sais que mon fils, il peut aller pas mal sur son téléphone. Un jour, il m'a dit, parce que j'ai dû lui dire comme ça, bon, maintenant, ça suffit ton téléphone. En me disant, en rajoutant après, bon, excuse-moi, je suis mal placée parce que je suis quand même beaucoup sur le mien. Mais, il m'a dit, non, mais maman, c'est quand je suis devant la télé que je suis lobotomisée. Mais là, je suis actif, je suis en compagnie d'un copain. Et c'est vrai que je le sens pas lobotomisé, en fait. Mhm. Donc, c'est vrai que dans Access, ils l'abordent beaucoup. Moi, ça m'a parlé quand ils ont parlé de ça, où ils expliquaient que pour certains enfants, c'est presque nécessaire qu'ils aient des écrans parce que c'est le seul moyen qu'ils ont Pour se déconnecter. de pouvoir se déconnecter, d'être enfin eux-mêmes, d'être dans un espace de tranquillité. Donc, c'est presque en fonction de chacun, quoi. Ouais. Toujours poser des questions. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est vrai que ça m'agace encore un peu ce discours parce que quand, dès que les parents commencent à parler des écrans, ça y est, on entend la petite voix culpabilisatrice de bah oui, bah ça veut dire que s'il parle pas, c'est parce qu'il fait trop d'écran. Et bon, c'est un peu simpliste aussi, je trouve. Voilà. Ça peut créer des choses. Et puis effectivement, il y a des enfants qui sont presque abandonnés avec les écrans, très jeunes, des tout petits. Voilà. Et après, c'est à questionner qu'est-ce qui se passe aussi pour les parents, etc. quoi. Mais c'est plus au cas par cas, quoi. Voilà. Ça, c'est mon point de vue très intéressant. Bah, merci en tout cas pour cette super intervention. Moi, j'ai adoré. J'espère que les filles aussi. Merci à vous de m'avoir accueilli. On met un pouce bleu. Un pouce. Non, on met un cœur. Merci Virginie. Merci. Merci Virginie. Merci. Comme tu le sais, tu pourras partager ta vidéo comme bon te semble, c'est ton cadeau. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi. Envoie-moi ton adresse mail, comme ça je t'envoie le replay vidéo. Et voilà, si tu as besoin d'un montage, qu'une certaine partie ou quoi, n'hésite pas à revenir vers moi. J'ai écrit un petit texte que, vous voyez, sur Cap ou pas Cap, justement, ça m'a inspiré. J'ai écrit un petit texte que je voulais vous lire et puis en fait, je suis pas capable de le lire. Ah si Tu peux toujours faire une vidéo sur Cap ou pas Cap. Oui. Autrement, je peux vous l'envoyer. Voilà. Ouais, tu me l'envoies et je le mettrai dans le groupe. Voilà, comme ça, vous pourrez le lire. C'est un texte assez intime et du coup, ce soir, je suis pas capable de le lire. Je suis T'as le droit. Je suis capable de les mettre sur ma page Facebook, mais de les lire, des fois, c'est vachement plus difficile, en fait. J'avais juste une dernière question. C'est vrai qu'on l'a pas fait, on était tellement partis dans les phrases. Est-ce que tu aurais un défi à nous lancer? Ah, un défi à vous lancer. Qu'est-ce que je pourrais C'est vous quand lancer? même cap ou pas cap. Ouais, oui, le défi à vous lancer, c'est peut-être à chaque fois qu'il y a, ça sera dans le prolongement de la vidéo que j'avais faite, mais à chaque fois qu'il y a une petite pointe de tort qui commence et de jugement qui commence à pointer, c'est de le regarder, de l'accueillir pleinement, parce que c'est important aussi. C'est vrai que dans les outils d'accès, parfois, je trouve que il y a cette idée de c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi, donc on déblaye très vite. Moi, j'invite quand même à ce qu'on soit traversé par le truc, mais après, on fait le choix. Est-ce qu'on reste dedans ou est-ce qu'on appuie sur le bouton et on choisit autre chose? Delete. Voilà. Je trouve ça super.
Donc voilà, c'est le défi que je vous lance. Ok. Il y a du tort, c'est OK, je te vois, et qu'est-ce que je choisis? Mhm. Je suis en plein dedans en ce moment-là. Ce Ouais, que tu bah dis. ça, il dégaine très vite celui-là. Je suis d'accord avec ce que tu dis aussi de aussi rester présent et pas d'être tout de suite dans le ouais, c'est pas à moi qui ça appartient. Ça marche pas toujours non plus, quoi. Enfin, c'est voilà, j'aime bien aussi Ouais, c'est toujours, regarder, observer. c'est ça, toujours cette histoire de conscience, quoi. Et Ouais. effectivement, ça peut être aussi une forme d'inconscience de vouloir toujours renvoyer à l'autre. Et je trouve que c'est intéressant de juste l'accueillir pleinement et puis après voilà, de poser les questions, quoi. Mhm. C'est comme tous les outils, hein, ça peut être utilisé de différentes manières. C'est ça, Tout c'est à ça. fait. Ben, un grand merci Virginie, ça a été un grand plaisir de t'avoir. Tu clôtures en beauté le mois de février. Il n'y a plus personne avant le mois de mars, donc merci du fond du cœur de clôturer ce mois de février. Merci à vous, c'était trop bien. Tant mieux alors. J'ai coupé la vidéo.